Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce concours de plaidoirie qui est organisé par le Laboratoire de la République, par l'association Les Engagés Lyon et par le Parlement étudiant de Lyon. Donc, au niveau des modalités de ce concours, les candidats ont choisi de plaider en faveur, en fonction de leur choix, des 5 caractéristiques de notre République qui sont contenues dans notre Constitution. Les candidats devront utiliser l'art de la plaidoirie. Il sera retenu par le jury, bien sûr, l'importance de la forme, mais aussi et surtout l'importance du fond. À l'inverse d'un concours d'éloquence traditionnel, l'accent sera mis sur les arguments, sur le fond et sur la manière de convaincre. On a donc 4 catégories qui composent notre concours. La République indivisible, où il y a 4 candidats. La République laïque, où il y a 4 candidats. La République démocratique, où il y a 3 candidats. Et enfin, la République sociale, où il y a une candidate. Le jury prendra un temps pour délibérer à la fin des prestations de chacun et chacune des candidats, où il s'accordera sur un grand vainqueur qui remportera une pièce de la monnaie de Paris offerte par le Laboratoire de la République. En ce qui concerne notre jury, il est donc composé de M. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre et président du Laboratoire de la République, de Mme Nina Bouffet, présidente des Engagés Lyon, de M. Thierry Tabois d'Orange, et de M. Lucas Valastro, président du Parlement étudiant de Lyon. Une fois les règles connues et notre jury connu, je pense que nous pouvons commencer tout de suite avec la République indivisible et le premier candidat, Jules. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Giulia Battista, je suis d'origine italienne, je viens de Bourgogne, je suis petit-fils d'Italiens, j'ai dans ma famille beaucoup de communistes, je suis issu d'une famille de tradition communiste et accessoirement j'ai des t-shirts sous mes Smiths. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la République indivisible. Pour moi, la République est indivisible, fondamentalement. Pourquoi ? Car elle a un droit commun à tous les individus. Cette République, où la loi est la même pour tout le monde, même pour le législateur, elle ne reconnaît que des individus. C'est ça l'unité de base, l'unité la plus neutre qui nous unit tous les uns aux autres et qui permet que le droit s'applique à tout le monde de la même manière. Pourtant, sommes-nous tous différents? Sommes-nous tous les mêmes? Oui, on est tous différents, évidemment. Il n'y en a pas un de nous qui se ressemble. Autour de vous, personne ne vous ressemble. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais italien, que j'étais bourguignon. À mon plus grand regret, vous n'êtes pas tous italiens. À mon plus grand regret, vous n'êtes pas tous bourguignons. À mon plus grand regret, vous n'avez pas tous été élevés dans une famille de tradition communiste. À moins que là, non, là c'est important. C'est important qu'on ne soit pas tous du même bord. La République, elle a cette particularité, c'est qu'elle arrive à rassembler. Elle rassemble et elle promeut le vivre ensemble. La pluralité politique, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche peuvent coexister. La République, elle a aussi cette qualité supplémentaire qui la fait perdurer et qui la rend encore plus indivisible, c'est qu'elle évolue, elle s'adapte. Notre République prend des tournants. Récemment, elle a pris le tournant participatif. Par récemment, j'entends les quelques dizaines dernières années. Elle a aussi pris le tournant de la décentralisation. Les peuples d'outre-mer ont même le droit de demander leur indépendance s'ils le souhaitent. On peut même imaginer que, d'ici quelques années, la Corse puisse demander son indépendance, en toute légalité. Et pourquoi pas le peuple breton aussi, dont les revendications sont de plus en plus importantes. Notre société, je la vois un peu comme un arbre. Notre société, elle tire ses racines de la Révolution française. La Révolution, elle a donné la République.
La République, pour moi, dans cet arbre, c'est le tronc. Un tronc commun à tous les individus. De ce tronc, il y a des branches qui partent. Ces branches, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Les branches, c'est les individus. Chaque branche, c'est un individu. Et au bout de l'arbre, après les racines, le tronc et les branches, il y a les fruits. Les fruits de l'arbre, ce sont nos différences. Ce qui nous rend uniques, vous, moi, nous tous. Alors, il y a une certitude, notre République, elle n'est pas homogène. Pourtant, elle est bien indivisible, puisque nous sommes tous des individus à ses yeux et qu'une loi s'applique à tout le monde. Ce que j'ai essayé de vous montrer par mon propos, c'est que notre République est indivisible. Ce que j'essaye de vous montrer actuellement par ma tenue, si j'arrive à déboutonner ma chemise jusqu'en bas, c'est que le jury, lui aussi, de ce concours, est un peu comme la République. C'est une analogie, mais vous allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, vous allez voir de nombreux orateurs, 12 pour être précis, et ils sont tous différents. Mais je pense qu'ils auront tous un point commun, parce qu'ils seront tous très bien habillés. Moi, je me différencie par ma tenue, vous voyez, je suis en jean t-shirt. Les autres, ils seront différents, mais pourtant, aux yeux du jury, ce seront tous les mêmes. Le jury ne considère que des orateurs. Et il notera tout le monde de la même manière, parce que sur le barème du jury, il n'y a pas une casse-cravate notée sur 2 points. Si on veut se rattacher à cette République indivisible, la République, elle est comme le jury, elle considère tous les individus de la même manière. Alors, dans cette République, dans la République française, il y a une certitude, nous sommes tous différents. Mais nous sommes aussi tous réunis par cette République en tant qu'individus. Alors, s'il y a une seule chose à retenir de cette orale, ce n'est pas que je suis en t-shirt, mais bien que dans la République, nous sommes tous différents, tous réunis, et ça, cette indivisibilité de la République, c'est la condition essentielle au fonctionnement de notre démocratie. Merci. Toujours pour la République indivisible, j'appelle maintenant Naël. Il existe peu de choses plus importantes au sein d'une république que les valeurs qu'elle défend. Une république, et plus encore une démocratie, est un régime qui, par sa nature même, cherche à défendre des valeurs et des droits fondamentaux qu'elle reconnaît à tous ses citoyens. Malheureusement, comme beaucoup de choses que les humains peuvent réaliser, il est possible que ces valeurs soient érodées. C'est pourquoi je vais aujourd'hui vous parler d'une des valeurs de notre république qui est, à mon sens, à la fois une erreur et une arnaque. Je vais donc vous parler de la République indivisible. Déjà, il peut être utile de préciser l'intérêt de cette valeur au sein d'une République. Le fait de déclarer qu'une République est indivisible est un moyen de garantir à la fois un traitement égal de tous les citoyens par une loi unique et égalitaire, mais également de garantir l'inviolabilité du territoire national. Pour établir une loi unique et égalitaire pour tous, il est nécessaire également de créer un pouvoir unique. C'est ce que les rois de France sont attelés à faire depuis bien avant que la France soit la France, sans jamais réussir à garantir une unité civile pour tous les citoyens. Même pas les citoyens qui n'avaient pas de citoyens à l'époque. À la suite de la Révolution, la République s'est également essayée à construire un pouvoir unique, centralisé autour de Paris. Mais si elle a fait ça, ce n'est pas forcément pour des valeurs transcendantales, bien que ces dernières aient joué un rôle, mais plus pour garantir leur autorité, étant donné que la République a émergé de courants différents. Les révoltés intellectuels n'ont pas pris la Bastille, les révoltés urbains qui ont pris la Bastille n'ont pas incendié les châteaux seigneuriaux. De plus, à la suite de la Révolution, le paysage politique français s'est encore plus divisé entre les différents courants monarchistes et les différents courants républicains. Il était donc absolument essentiel pour la République
de garantir une loi unique par la République indivisible. C'est ce qui a été réalisé par Napoléon, qui lui aussi ne l'a pas fait forcément pour les valeurs que cela représente, mais plus pour garantir la longévité de sa dictature. Ainsi, la République indivisible est une arnaque au sens qu'elle justifie une centralisation du pouvoir afin de garantir une hégémonie parisienne. Mais c'est également une erreur, car la République indivisible est étroitement liée au nationalisme. Initialement, ce n'est pas problématique, car le nationalisme est bien évidemment nécessaire à la création et à la consolidation d'une nation, mais cela a changé en 1971, lorsque la Prusse triomphe de la Troisième République. En effet, à la suite de cette défaite, les Allemands se sont servis de la différence culturelle de l'Alsace et de la Moselle par rapport au reste de la France pour justifier l'annexion de ce territoire. Cela a créé chez les politiciens de la Troisième République une paranoïa par rapport aux minorités culturelles qui peuvent exister en France. Il a donc été décidé de les réduire en leur expliquant qu'ils sont peut-être français, mais quand même un peu moins français que les autres, il faudrait peut-être changer de langue pour garantir l'indivisibilité du territoire et de la République. De plus, la question se pose également de l'efficacité avec laquelle ce principe a été établi sous la Ve. Après tout, peut-on vraiment dire qu'il existe une indivisibilité légale sous la Ve République? En Alsace, des lois différentes s'appliquent depuis plus d'un siècle et il existe un titre propre à la Nouvelle-Calédonie au sein de la Constitution. On ne peut donc pas dire qu'il y ait une indivisibilité légale au sein de la Ve République. Mais l'échec de cette République est également politique. J'en veux pour preuve la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a ajouté à la Constitution l'article 72-3, qui, je cite, dit « La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer ». Il est évident que cette phrase est révélatrice de l'échec cuisant de la République indivisible, car pour donner au peuple d'outre-mer la qualité de français, il est nécessaire de le préciser. Il y a les Français et les peuples d'outre-mer à qui on donne cette qualité. Le concept de la République indivisible, en tant que tant sur le plan théorique que sur sa mise en place effective, est une notion qui a fait son temps et elle a servi à la construction et à la consolidation de la nation, mais il est à mon sens aujourd'hui utile de se concentrer sur la construction d'une république qui serait unitaire. Une république divisée, tout comme une république indivisible, mais qui, consciente de ses divisions, fait tout pour les réduire en mettant en place des appareils législatifs et exécutifs plus propices à une représentation régionale afin d'éviter des situations comme celle de Mayotte, où il a été impossible d'entendre les problématiques qui se présentaient dans cette région jusqu'à ce qu'elles deviennent irrésolubles. Merci beaucoup, Naël. Nous passons au troisième candidat, Victor. Mesdames et messieurs, chers jurys, ce soir, tout d'abord, avant de débuter ce bref plaidoyer, j'aurais voulu remercier Monsieur le Ministre. En effet, j'ai le plaisir de m'exprimer devant vous ce soir, Monsieur, et je voulais vous remercier pour ce moment de soulagement lorsque j'ai appris le jeudi 28 mai 2020 que je ne passerai pas mon bac de français. Après ces rapides remerciements, mais qui me tenaient à cœur, je vous propose donc ce soir de discuter de la notion de république indivisible. Alors bien sûr, fort de mes études de juriste, j'aimerais revenir sur la base des mots du sujet. Indivisible nous vient du latin indivisibilis, signifiant étymologiquement qui ne peut être séparé. Bon, cette brève définition ne nous amène pas forcément à de grandes conclusions, mais néanmoins elle permet d'analyser avec plus de clarté un terme assez abrupt et assez strict. La question qui, je trouve, collerait mieux à ce sujet, peut-être à quelle échelle la République n'est-elle pas divisée? L'article 1er de la Constitution l'a pourtant écrit noir sur blanc, mais mesdames et messieurs, je pense sincèrement que la République est divisée, mais surtout qu'elle doit l'être, dans une certaine mesure. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut détruire le socle de valeurs que la Constitution induit dans ce premier article,
Mais d'une manière plus pragmatique, n'est-il pas possible de redéfinir cette notion avec quelques nuances? En effet, dès les premiers cours de droit constitutionnel que j'ai eus dans ces amphithéâtres, on a commencé par me dire que les pouvoirs de l'État étaient divisés. Ensuite, on nous a appris que les différents territoires n'avaient pas tous les mêmes spécificités, certaines collectivités bénéficiant d'aménagements particuliers. En fait, pour cohabiter, on apprend très vite qu'il faut accepter les particularités de chacun. Pensez-vous qu'il est concevable dans notre société d'imposer à tous les citoyens une indivisibilité sans tolérance qui ne respecte pas leurs différences? Alors, certains pourraient nous dire, comme toute règle, celle-ci possède des exceptions. Mais ne vous trompez pas, mesdames et messieurs, une exception se définit comme ce qui est hors du commun. Est-il hors du commun, dans une république qui plus est démocratique, avec une pluralité politique, d'aménager des législations, des circonscriptions et des sanctions? Les exceptions à ce principe sont trop nombreuses pour ne pas montrer une friabilité de la République. Tout cela est d'ailleurs présent dans l'actualité. Alors, ne sachant pas s'il y a des Corses présents ce soir, nul besoin de me mettre un coup de fusil en sortant, je préfère spécifier que je suis dans votre opinion. En effet, je pense que le régime corse a plus de chances de s'étendre de jour en jour avec l'arrivée de nouveaux pouvoirs donnés d'année en année aux collectivités territoriales et les différents régimes spéciaux que propose la France, qui nous mènera peut-être un jour vers une sorte de régime fédéraliste. Pour rester dans l'actualité, l'exemple de Mayotte est peut-être le meilleur pour montrer la différence à opérer entre union, qui signifie une relation entre deux choses, entre deux entités qui doivent coopérer, et l'indivisibilité de la République. L'indivisibilité, c'est donc une notion qui doit aujourd'hui s'articuler avec le partage du pouvoir et le respect des distinctions. Ces particularismes propres à chaque territoire, à chaque catégorie de la population, c'est précisément cela qui forme, à mon sens, notre cohésion. Certains pourraient crier « la République c'est moi », mais en fait c'est faux. La République c'est nous, la République c'est vous. C'est cet ensemble hétérogène dans un espace hétéroclite. C'est la diversité dans un cadre éclectique. Et dans ce cas, quel meilleur pays que la France pour exprimer cette diversité? Dans son essence même. Qu'y a-t-il de commun entre Paris et le Mont-Saint-Michel? Entre la Martinique et l'Auvergne? Entre Strasbourg et Marseille? Ou encore entre Lyon et Saint-Étienne? Pourtant, nous faisons tous partie d'un même ensemble, formant une nation sous l'égide de la République. Selon Ernest Renan, célèbre auteur du XIXe siècle, la nation est un principe spirituel, où une âme partage la volonté de faire valoir l'héritage que l'on a reçu. J'appelle donc, pour terminer, ce soir à une redéfinition de cet élément composant l'ADN de notre République. Et si plutôt que de chercher à imposer une homogénéité artificielle, nous célébrions la diversité des territoires, je pense que c'est en respectant et en reconnaissant nos dissemblances que nous pourrons construire une société unie, juste et équitable pour tous. Je vous remercie. Merci Victor. J'appelle le dernier candidat en ce qui concerne la République indivisible, Adam. Messieurs les jurés, cher public, qu'est-ce qui différencie un Français d'un Martiniquais? La question peut choquer. Pourtant, c'est la question que j'avais posée de manière ignorante à un ami martiniquais que j'avais rencontré il y a quelques années. Je peux dire que ce fut mon étonnement lorsque celui-ci me répondit simplement « aucun ». Ainsi, tel un enfant à qui on explique la vie, il me raconta qu'il est né en Martinique, dans un hôpital public, qu'il a grandi grâce à l'école de la République, qu'il est citoyen français comme moi et qu'il en est fier, qu'il a voté il y a 2 ans à la même élection présidentielle que moi et que bien sûr, il parle la même langue que moi. Cette langue, cette culture, cet accompagnement de la République avec ses institutions, c'est ça qui fait toute notre unité. Alors, bien sûr, des disparités existent, et je donnerai comme unique exemple sa consommation démesurée de rhum. Mais, outre notre diversité culturelle, réside au plus profond de lui et moi ce sentiment qu'en tant que citoyens français, nous sommes unis par la France. C'est donc de cette manière-là
que j'ai réellement appris l'indivisibilité de notre République, et c'est d'ailleurs pour cela, chers jurés, que je me tiens devant vous pour la défendre, car c'est notre devoir de maintenir cette unité, de préserver son caractère indivisible. Pourtant, comme je l'ai dit, la République permet une certaine pluralité, avec des diversités, et une coexistence harmonieuse, jonchée donc de nombreuses différences. Et c'est justement pour moi ce qui fait la beauté de cette unité si singulière. C'est grâce à cette pluralité que la France reconnaît la diversité, par exemple, des opinions politiques et garantit le droit à la liberté d'expression et d'association. C'est grâce à cette pluralité qu'elle permet une diversité de croyances religieuses et qu'elle reconnaît même, dans certains cas, une diversité linguistique dans certaines régions. Je pense par exemple à la Bretagne. Mais alors, cette diversité fait-elle donc de nous finalement des enfants à part entière de la République? Certains pourront arguer que cette notion d'indivisibilité nie justement cette diversité. Au contraire, moi je dis qu'à l'inverse, elle la célèbre. Car c'est dans cette diversité que réside notre richesse collective. Il faut le dire, la démocratie, par nature, englobe la diversité. Notre République reconnaît et valorise donc cette pluralité de nos origines, de notre culture, de nos croyances, de nos opinions, mais tout en nous unissant sous une seule et même identité, celle de citoyens français. Ainsi, sans cette indivisibilité, comment pourrions-nous garantir l'égalité pour tous? Comment pourrions-nous assurer, par exemple, que chaque voix compte dans la prise de décision, dans la construction de notre avenir commun français? Adolphe Thiers disait à juste titre « La République est unie et indivisible. Elle doit l'être non seulement dans ses lois, mais dans ses principes, dans ses idées, dans ses sentiments. » Ces sentiments d'unité nationale qui nous animent, qui nous poussent à transcender nos différences pour œuvrer ensemble vers un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes confrontés à des défis sans précédent. Face au repli identitaire, au populisme et à l'extrémisme qui menace et ronge nos principes démocratiques et républicains. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire face à ceux qui ont comme unique but de diviser cette nation? Eh bien, je vous le dis, restons fermes dans nos engagements envers ce serment qu'est la République indivisible. Défendons avec détermination nos valeurs, notre diversité et notre unité. C'est seulement en restant unis, en faisant front commun contre toutes les forces de division, que nous pourrons persévérer l'essence même de notre République. Car je vous le demande, que serait la France sans son unité, sans cette indivisibilité qui deviendrait notre égalité, notre fraternité et surtout notre liberté? N'écoutez donc pas ceux qui ont cette volonté de dépecer la République comme le voulait un certain Maurras à son époque. Restons unis contre ces mêmes fossoyeurs de la République. N'ayons pas peur et battons-nous pour préserver ce principe d'indivisibilité républicaine qui a fait la grandeur de notre nation. Rejetons donc avec force et vigueur ceux qui cherchent à semer la division et la haine de notre République. Car c'est seulement ensemble que nous pourrions construire un avenir où chaque citoyen français peut vivre dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Ainsi, en conclusion, mesdames et messieurs, je vous appelle à vous rallier autour donc de cette idée qu'est la République indivisible, car c'est notre héritage, notre devoir et notre destinée. Ensemble, unis dans la diversité, nous surmonterons tous les défis qui se dresseront sur notre chemin. Vive la République, vive l'indivisibilité de la nation et vive la France. Merci. Bien. Nous passons maintenant au deuxième thème, la République laïque, avec notre premier candidat, Numa. Chers camarades, je vous remercie de la tribune que vous me donnez pour parler de notre République et je salue votre jeune initiative de laboratoire de la République, monsieur le ministre, même si je croyais que la République avait été suffisamment testée ces dernières décennies, notamment rue de Grenelle, pour avoir besoin de son laboratoire. Préambule nécessaire, nous sommes ici à la Cato, et on dit alors pardonnez mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Parler République et laïcité à l'Université catholique de Lyon, donc. Choix amusant, paradoxal pour certains, et pourtant ô combien symbolique. Symbolique car je crois que c'est un retour aux sources, ou plutôt un retour au schisme. Oui, je crois que la République française, laïque, est un schisme de l'Église catholique. Alors je sais, vous dites, cet homme est un peu jeune pour être curé. Je reformule, la République est un culte,
Un culte inspiré du catholicisme, dont la laïcité ratifie la séparation, ou plus justement la domination. Pourquoi parler de schisme avec Rome? D'abord parce qu'elle remplace ses symboles, ses totems, ses vertus. Et ensuite parce qu'elle n'est pas une association, elle n'est pas un club, elle est un culte, ce culte d'État, cette religion civile. Et au moins et surtout, porteuse d'un sacré. Marianne a chassé Marie, l'Église unie est devenue république indivisible, la Sainte Trinité a son triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Liberté, soit le refus de l'aliénation de l'individu et sa soumission à la loi, de Dieu chez les uns, de la nation chez nous. Égalité ou charité chrétienne, une semblable lutte sociale contre le paupérisme, et fraternité, c'est-à-dire voir les mots, voir l'autre comme son frère avec humanisme, avec ce que veut dire l'étymologie du mot catholicisme, universalisme. La République, comme disait Debray, c'est l'alliance entre l'Évangile et les Lumières. Alors, pourquoi ce schisme avec l'Église? S'il en descend, pourquoi elle en diffère? Pourquoi 89? Pourquoi 48? Pourquoi 81? Eh bien, camarades, pour mieux tenir ses promesses, pour faire d'une communauté de destin l'union, pour faire de ces symboles des ordres d'action. Il y a dans notre histoire nationale quelque chose de sacré. Notre République, la République laïque, est chez nous comme elle n'est nulle part ailleurs. Nulle part. Comparons d'autres républiques. Ce sont les États-Unis ou l'Allemagne, deux républiques sécularisées. La chose est publique, la chose politique est à faire de tous sans distinction, mais pas laïque. Oui, l'État protège l'exercice du culte, mais plus il le légitime ou le subventionne. Il sous-traite le culte, il sous-traite le sacré. Qu'importe la chapelle, in God we trust pour l'américain, qu'importe le culte, il est subventionné par le contribuable allemand. Et les cultes ont d'ailleurs droit au chapitre dans l'espace public. Il y a 2 semaines, à Francfort, la municipalité souhaite Happy Ramadan dans les rues, ou dans 11 mois à Washington, le futur ou présent président prêtera serment devant la Bible. Comparons d'autres laïcités alors. L'exemple de la Turquie dont on dit souvent qu'elle est laïque. Laïque comme nous. Eh bien là-bas, l'État fait la foi, fait sa loi à son église, à son culte, en l'occurrence l'islam, et c'est Ankara qui décide des contenus des homélies du vendredi dans chaque mosquée du pays. Tradition millénaire de la Grande Porte peut-être, mais la Turquie, même kémaliste, a fusionné avec le culte existant ou précédent. A l'inverse, notre République n'a ni sous-traité, ni fusionné avec aucun culte. Elle a le sien, elle produit son sacré. Certains disent que la laïcité, c'est toute la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. En disant que c'est une stricte neutralité de l'État, certains sont peu sûrs, car le mot laïcité n'est pas présent dans la loi de 1905. La laïcité, c'est avant tout un cadre. On a besoin d'un cadre quand on a un tableau. Ce tableau, nous l'avons choisi, et c'est la République. La République qui peint certains lieux, dates et événements d'un supplément d'âme. Bastille, le 14 juillet, la bataille de Valmy. Le Mont Valérien, le 8 mai, l'appel du 18 jours. Qu'est-ce que le sacré? Eh bien, le sacré, c'est ce qui légitime le sacrifice, et c'est ce qui interdit le sacrilège. Eh bien, la République a légitimé bien des sacrifices. On honore les poilus, de monuments aux morts, la flamme du soldat inconnu. Les résultats sont décorés de l'ordre de la Libération. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante inscrit le Panthéon. Et depuis lundi, un lycée porte le nom du professeur Paty. Et c'est la laïcité qui interdit le sacrilège, 150 € pour un voile à l'école, 7500 € pour outrage à notre hymne ou drapeau. Elle fixe le cadre, ce qui en sort et ce qui rentre dans le cadre pour faire tableau. République et laïcité, c'est respectivement la carotte et le bâton. Aujourd'hui, c'est le cadre autant que le tableau qui est contesté, qui est menacé, puisqu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça fait loi, on ne comprend surtout pas pourquoi ça fait foi. On cherche justement à les briser, ces symboles. Lors des émeutes, on brûle les écoles, les biblies, les mairies. Lors des gilets jaunes, on brise la préfecture, on brise Marianne sous l'arc, on tue ses professeurs. Alors on peut évidemment être plus dur sur le bâton. Renforcer la laïcité, interdire la baïa, la kippa, la croix, prohiber en somme tous les signes religieux, les discours religieux dans l'espace politique. Mais le tableau, ça fatigue. La carotte est rongée et demande de quoi allons-nous nous vêtir? Que nous reste-t-il à dire? Car n'oubliez pas que la laïcité peut être hermétique et ne rien renfermer, et comprend souvent ce qui est creux pour profond. Condorcet alertait, n'adorons aucune table, ni la déclaration, ni la constitution, comme si elles étaient descendues du ciel, alors citoyens, aux armes. Celles-ci sont des pinceaux. Peignons encore ce tableau, et jusqu'au bâillon, chantons la République. Merci. J'appelle maintenant le deuxième candidat pour la République laïque, Alexandre. Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs les spectateurs et spectatrices qui m'ont regardé aujourd'hui, je vous invite aujourd'hui à prendre place ce soir pour un voyage intellectuel
où les idées se confrontent, en l'occurrence ici, la liberté d'expression, la laïcité et le fanatisme de certains religieux. Alors oui, je ne serai pas comme mon codisciple précédent, un apôtre de Saint-Pie X, mais je tiens à rappeler, dans l'article 1er de la Constitution de notre République, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Je rajouterai à cet article, qui est le socle même de notre République, l'article 1er de la loi de 1905, de séparation de l'État et des Églises. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Laïcité. Ce mot qui ne fait pas couler que l'encre, mais qui fait couler également du sang, sont amassés au pied des stèles, des monuments commémoratifs, des portraits, des poèmes et des fleurs à nos proches disparus. Une minute de silence, des t-shirts blancs, des pancartes où le sang grave à jamais dans nos âmes et dans nos cœurs. Je suis. Voilà ce qu'offre la République à ses enfants. Ces chers enfants dont l'unique crime a été celui d'aimer la liberté d'expression. Cette liberté qui nous permet de critiquer, de blasphémer ou d'aimer un Dieu. Une entité débordante d'énergie mystique ou le néant. Car oui, mesdames et messieurs, en France, on peut se permettre de croire en un Dieu ou en rien. Pourtant, cette phrase, si idyllique, si utopique soit-elle, résonne comme une chapelle vide. De ces murs froids et insensibles naissent l'obscurantisme et le nationalisme des intolérants, l'intégrisme de ceux qui pointent avec fierté et colère leurs dagues de haine sur les flancs d'un pays dont chrétien est l'adjectif. Laïcité, tu étais le rempart de notre société. Tu étais une muraille au bois impénétrable. Tu n'es plus que brique à l'heure où le choc des civilisations murmure aux oreilles des belliqueux. Guerre. Guerre et encore guerre, le propre de l'humain. Voici ce que nous apporte le silence et l'inaction. Voici ce qui tue et divise. À l'heure où l'obscurantisme et le nationalisme des intolérants brisent le rempart que la laïcité s'efforce d'être, la République, elle, s'efface dans un silence accablant. Car oui, mesdames et messieurs, les jurés, mesdames, messieurs, les spectateurs et spectatrices, si je me tiens devant vous ce soir, c'est pour vous rappeler un fait assez gravissime. La laïcité est menacée. Oui, elle est menacée. Elle est menacée par des ennemis qu'on n'avait pas vu venir. Il est vrai qu'historiquement, l'ennemi tout désigné est la laïcité par sa loi de 1905, et qui permet d'effacer le précédent avec le Concordat de 1801, n'est nul autre que le catholicisme. Et pourtant, est-ce que c'est le catholicisme en France en 2024 qui déstabilise et brise les piliers pour former un espèce de château de cartes que la République est? Non. Il s'agit bien de l'islam radical. Et j'insiste sur le mot radical, pour éviter tout malentendu à caractère islamophobe. Oui, la liberté d'expression, ce pilier fondamental de notre société, est souvent mis à l'épreuve lorsqu'il s'agit de l'islam. Les caricatures de Mahomet en sont un exemple, comme des feux d'artifice dans le ciel sombre de la controverse. Alors oui, ce soir, je serai l'artificier, et pas n'importe lequel, l'artificier de la vérité. Certains les voient comme un acte de courage, à l'instar de toutes ces femmes qui combattent contre le voile en Iran. Mais d'autres les voient comme une offense insupportable. Mais au milieu de tout cela, la laïcité nous rappelle que même si nous n'aimons pas ce que quelqu'un dit, ou ce qu'il affirme avec une brutale honnêteté, nous devons défendre son droit de dire. Pourtant, dans cette République, un coup de lame suffit à séparer notre corps de notre âme. Ainsi, la République se voit offrir un choix. D'un côté, la liberté prônée par une laïcité absolue et assumée, qui n'hésite pas à caricaturer, blasphémer ou à blesser. Et de l'autre, le respect et la tolérance du culte des croyants. La laïcité où on ne blesse pas, où on est délicat. Pourtant, la polémique est chère au discours des politiques, aux élites lyonnaises, aux élites parisiennes, personne n'y échappe, car celui qui ne peut pas manger de jambon aura après tout double ration de frites selon M. Sarkozy. Vous me direz, M. Fournier, cela fait comme dirait l'autre, Jacques a dit pas charcuterie, eh bien je ne peux vous donner tort. En conclusion, mesdames, messieurs les jurés, mesdames, messieurs les spectateurs, je vous l'affirme haut et fort, la laïcité est bel et bien un art subtil.
Un art où la liberté d'expression et le respect des croyances se rencontrent sur la piste de danse de l'intolérance grandissante dont les arbitres se taisent dans le flou de la démocratie. Je paraphraserai le meilleur espoir français, je connais cette théorie. Pour que vive la République et que surtout vive la France. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le troisième et avant-dernier candidat pour la République laïque, Théo. Chers membres du jury, cher public, mesdames, messieurs, au banc des accusés aujourd'hui, notre République, sa laïcité. Pourfendeur, adorateur et surtout admirateur, permettez-moi une seule requête, de m'observer, de me regarder, de me juger, non seulement comme un simple citoyen, mais surtout comme son premier défenseur. Elle est là, vous pouvez la regarder, la contempler ou même l'admirer, ou alors la plaindre, la consoler, ou même la détester. Vous qui l'avez façonnée, voyez par vous-même, ce soir, vous savez sa destinée. Mesdames, messieurs, je vous prie d'écouter ce que j'ai à vous demander. Sur ce banc, où tant sont passés, vous retrouverez un idéal, un esprit, et surtout une idée. Venant d'ailleurs, mais surtout d'ici, inspiré par d'autres, mais construite d'abord ici, ce n'est pas d'une simple victime qu'il s'agit, mais d'un modèle tout entier qui est accusé. Permettez-moi donc cette réflexion. Alors que la nuit se terminait, que l'aube se dévoilait, il fut inscrit sur ces murs et ces parures dorées que ces cauchemars ne se reproduiraient jamais. Illuminés par le soleil du matin, de ces inscriptions naquit un modèle, un texte entier, dépourvu de ces turpitudes de cet ancien siècle. Mesdames, messieurs, la République est née. De surcroît, de cette nuit, un banc des accusés est érigé, et un message est surtout crié. Ce bruit si nouveau, si puissant, moi aussi je le porte. Ce que je vous dis n'est qu'un écho de notre temps, d'une parole autrefois prononcée. La République est terre d'accueil, elle est une, et les siens ne font qu'un, car elle porte en elle le nom de tous, car elle se veut pour tous. C'est pour cela qu'elle ne croira qu'en ceux qui la défendent, ou en ceux qui l'ont érigée. Car la République est indivisible, démocratique, sociale, mais surtout laïque. Dans cette plénitude, elle veut assurer que chacun puisse s'asseoir autour d'une table et non pas sur un banc en fonction de sa croyance. Ne pas avoir les poings, les pieds liés, la bouche cousue et finalement, de ne plus avoir de liberté. Car la laïcité, c'est être libre avant tout. Libre de choisir, de croire ou de ne pas croire. Ne pas être catégorisé, voire pire, d'être classé. Car la laïcité, c'est aussi l'égalité. Afin de voir, de se voir, frères, sœurs, pères, mères et mêmes enfants. Gambetta voulait de ce principe une France unie, partout semblable à elle-même. Une France qui pourra véritablement, dans son repos et dans sa force, recueillir et réunir tous ses enfants. C'est de cette France qu'il s'agit, de ce siècle passé et d'aujourd'hui, face à cet héritage moral qu'elle porte et de ce modèle qu'elle soutient. Cette France des Lumières qui a voulu, qui s'est encore gardée en son sein, je vous en conjure, de porter ce message universel au concert des nations. De dire, soyez libres, de croire ou de ne pas croire, mais soyez libres, et de le dire, de l'évoquer, de le crier, toujours en tout temps et de partout. Et de dire aussi, nous sommes libres, libres, et ceux qui souhaitent cette liberté, c'est ici que vous pouvez la trouver. C'est pour cela que la République laïque est aussi terre de refuge. Cet héritage humaniste n'est pas anodin, il n'apparaît pas par magie. Et à ceux qui demanderont au nom de quoi nous allons le faire perdurer, je vous le dis, c'est au nom de la France, au nom de la République, au nom de la laïcité que nous le devons. Car c'est ce qu'elle a toujours été. Ce n'est pas un modèle parfait, certes, sans doute même peu compris par nos voisins de palier d'ailleurs. Mais nous avons un devoir moral à assumer, à faire respecter, un visage à assumer, et une pédagogie et une histoire à raconter. Je ne vous dis pas qu'il faille instaurer ce modèle de partout, non loin de moi cette idée. Peu d'États dans ce monde ont déjà adopté ce principe de laïcité. Mais dans ce brouillard persistant et si aveuglant, nous devons ériger la France, la République et sa laïcité, comme un phare pour y voir parmi l'obscurité. Car elle est le précurseur
est la garante de tant d'autres valeurs. Alors, mesdames, messieurs, chers jurys, la République n'est pas coupable. Elle ne peut être responsable, elle ne peut faire mal. Je vous le demande, je vous en conjure, ne la condamnez pas, car si elle tombe, c'est la société qui s'écroule. Ce sont les rhinocéros qui débarquent dans la foule. Bien, nous passons à la dernière candidate de l'aspect laïque de notre République, Lilou. Mesdames, Messieurs, le jury, il y a quelques semaines maintenant, le scandale. Le scandale à Sciences Po Paris, c'est qu'on refuse l'entrée à une sioniste dans un amphithéâtre. Alors ça relance encore des débats sur la laïcité dans tous les partis politiques. Moi, pour ma part, je suis une étudiante qui a grandi dans les années 2000, et je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre vous. Donc pour moi, la laïcité, c'est la loi de 2004. C'est pour nous, quand on nous l'enseignait, c'était la norme. C'était l'interdiction donc du port de tenue, de signes religieux dans les collèges, les lycées et l'école. Très bien. Donc pour moi, la laïcité, c'était plutôt inné. Pour moi, ça me paraissait normal. Pour moi, ça me paraissait une évidence, quelque chose d'essentiel. Sauf que plus je grandis, plus je rencontre d'autres personnes, plus je me fais de nouveaux amis, et j'entends certains de mes amis qui me disent « mais moi j'aimerais bien pouvoir porter des vêtements de ma religion, des signes de ma religion, pourtant j'ai pas envie, pourtant ça ne veut pas dire que je veux perturber l'ordre public ou que je veux trahir les valeurs républicaines. » Alors moi qui ai toujours cru en cette laïcité de la loi de 2004, je commence à me poser des questions. Donc ce que je fais, c'est que je me renseigne sur la loi de 2004. Je me demande si ça a marché la loi de 2004. Parce que le but de la loi de 2004, c'est quoi? C'est l'émancipation des individus, parce qu'on va leur permettre d'être dans un espace neutre qui sera donc libre délié de tous ces signes, ces tenues religieuses. Donc je me demande si ça a marché. Donc je suis tombée sur une étude qui a été publiée à l'université Cambridge par Vasiliki Foucault. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? Elle nous montre que dès que la loi de 2004 a été adoptée, le nombre de filles musulmanes qui ont terminé leurs études du secondaire a diminué. Et là, je me dis, c'est pas normal. C'est pas, quand, en tant que gouvernement, c'est pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était l'émancipation. Mais là, ce que je me demande, c'est est-ce que les femmes musulmanes doivent choisir entre aller à l'école ou respecter leur religion, la liberté religieuse qui était prévue? Et je me demande, est-ce qu'on a réussi l'émancipation? Alors là, la loi de 2004, elle commence à me poser un problème. Et je commence à me demander, est-ce qu'au final, porter un signe religieux, une tenue religieuse, est-ce que c'est contre la laïcité? Alors je me rappelle, le monde n'a pas commencé en 2004 quand je suis née, avec cette loi, et malheureusement. Donc je me rappelle qu'il y a la loi de 1905, qui a été abordée d'ailleurs par le premier collègue, qui a dit que la laïcité, c'est pas la loi de 1905, parce qu'elle ne met pas de cadre. C'est faux. Parce que la loi de 1905, ce qu'elle prévoit, c'est avant tout la séparation entre l'Église et l'État, mais aussi la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la garantie de ses droits. Mais le cadre qu'elle met, c'est qu'on a le droit d'exprimer notre religion, tant qu'on respecte l'ordre public. Et ça, c'est un cadre. Ça, c'est un cadre qui permet de rassembler les citoyens autour de valeurs républicaines. C'est ce que la France cherche aujourd'hui. Rassembler d'abord les citoyens autour de valeurs républicaines. Et je crois fermement que si on était resté dans la conception de 1905, on aurait pu créer un idéal. Un idéal où on se rejoint tous autour de valeurs républicaines, tout en ayant nos différences. Parce que je pense que la loi de 2004, elle nous réduit trop. Elle nous réduit trop. Et sur quoi j'aimerais terminer donc cette plaidoirie en appelant la phrase des parlementaires de la Troisième République qui disent, accompagnés de Durkheim, on crée des citoyens en les éduquant et non en les forçant. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Nous passons au volet démocratique avec 3 candidats, en commençant par Paul. Bon, bonjour mes chers jurys, chers amis, bonjour à tous. Je vous avoue, la première fois que j'ai vu le sujet, la République démocratique, ça n'a pas forcément retenu mon attention.
Pour moi, c'est un peu un pléonasme. La République, elle est par définition démocratique, et une démocratie, c'est toujours, souvent, une république. Du coup, je me suis plongé dedans, je m'y suis intéressé, et finalement, il y a pas mal de choses à dire. Du coup, on va commencer par un petit point à définition. D'abord, la démocratie, bon, on connaît. La démocratie, c'est la souveraineté nationale donnée au peuple. Vous connaissez la formule, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, Lincoln, on connaît. La République, c'est plus compliqué, et c'est donc beaucoup plus intéressant. On va commencer simple. La République, c'est d'abord un régime où le pouvoir est exercé par le peuple et ses représentants, et du coup, non d'une manière non héréditaire ou despotique. Vous avez bien entendu. Le pouvoir est exercé par le peuple ou ses représentants élus. Du coup, je vais faire une première suggestion un peu osée. Finalement, l'Espagne, la Grande-Bretagne ou la Belgique, bon, on pourrait dire que c'est des républiques. Oui, elles n'emportent pas le nom. Oui, le chef d'État est désigné de manière héréditaire, mais en réalité, qui a le pouvoir en Espagne, c'est le Premier ministre. En Belgique, c'est pareil. Et en Grande-Bretagne, le pouvoir réel, on sait tous que c'est le Parlement et le Premier ministre qui n'ont pas le droit. Donc, partant du principe qu'une république, c'est un régime où le pouvoir est exercé par le peuple et ses représentants élus, techniquement, on pourrait dire que toutes les démocraties, de près ou de loin, sont des républiques. Mais il y a un problème. Mon sujet, c'est pas la démocratie ou démocratie-république, c'est la république démocratique. Du coup, c'est quoi la république? Qu'est-ce qu'elle apporte à notre système en plus que la démocratie? C'est très simple, la république, elle apporte des valeurs. Elle apporte des valeurs c'est quoi? Les valeurs, elles dépendent du pays. En Algérie, la république, par exemple, elle est démocratique et indivisible, mais elle est aussi populaire et religieuse. En Italie, elle est démocratique et fondée sur le travail. En France, elle est, comme l'indiquent les sujets de ce concours, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais elle est même plus que ça. La République française, finalement, c'est toute la Constitution française. C'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est le préambule de 1946, bref, c'est tout ce sur quoi se fondent nos institutions. Plus qu'un modèle, la République, c'est des valeurs. Et c'est ça qui différencie démocratie et République. Bon, maintenant que cet aparté est fini, on va se poser une question. Du coup, comment on fait quand la volonté démocratique, elle s'oppose aux valeurs de la République? Comment on fait quand il y a des représentants démocratiquement élus qui s'opposent à la République et à ses valeurs? Alors par rapport à ce problème, il y a plusieurs écoles. Il y a d'abord la réponse logique, d'ailleurs on l'entend beaucoup en ce moment depuis toujours, c'est celle de dire que c'est le peuple qui a raison. Et donc on devrait opposer aucune limite au peuple ou à ses représentants, ne leur opposer aucun principe qui les dépasse, et en l'occurrence leur opposer les principes de la République. En un sens, c'est logique. La Constitution, c'est l'émanation de la volonté du peuple. Donc si le peuple veut aller à son encontre, pourquoi il ne pourrait-il pas? Si demain les députés veulent hiérarchiser les Français entre eux, supprimer la laïcité, voire même pourquoi pas revenir sur le principe même de la démocratie, pourquoi ne pourrait-il pas? Personnellement, j'ai un problème avec cette école de pensée, en fait elle écarte le problème. Plutôt que de réfléchir sur le lien entre démocratie et république, elle préfère écarter la République pour ne garder que la démocratie. Et finalement, c'est assez réducteur comme solution. Mais du coup, pour moi, et pour conclure, je vais essayer de vous proposer une autre manière de voir les choses, une autre manière de répondre à ce problème, à cette question. Pour ça, c'est simple, il faut d'abord changer la question. Au lieu d'opposer démocratie et république, on peut aussi y voir deux modèles complémentaires. Cette réponse, d'ailleurs, c'est un fervent monarchiste qui m'a inspiré, à savoir Winston Churchill. Vous connaissez tous la formule, vous l'avez entendu, la démocratie est un mauvais système, mais le moins mauvais de tous. Et bien pour moi, c'est exactement à ça que sert la République, à nous protéger de la démocratie. Alors attention, très attention. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'elle nous sert à nous protéger de la volonté du peuple, mais bien des excès de cette volonté populaire. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple, un nouveau exemple actuel. Regardez la constitutionnalisation de l'avortement. Pourquoi on l'a fait? On a constitutionnalisé un droit que les femmes ont déjà. On va se dire, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Ça sert à mes yeux exactement à ça. Ça sert à quoi? Ça sert à protéger ce droit de la démocratie. Voilà, les représentants du peuple français ont considéré que ce droit était tellement important qu'ils l'ont intégré, non plus dans la loi, mais dans la constitution de notre République, dans les fondements même de notre République, pour empêcher qu'un jour une majorité provisoire, aussi démocratiquement élue soit-elle, puisse y porter atteinte. Finalement, la République démocratique, c'est ça pour moi. C'est l'alliance de la volonté du peuple et du garde-fou que constituent les principes républicains. C'est pour ça que la France n'est pas une démocratie républicaine, c'est une république démocratique. Car c'est la République qui demeure fondée sur des valeurs, mais aussi des principes universels, et dans la limite de ces derniers, qui permet à ses citoyens libres et éclairés d'être maîtres de leur destin. Finalement, mesdames et messieurs, c'est ce que m'a inspiré finalement toute cette réflexion, c'est qu'à défaut de prôner la remise en cause de nos principes républicains au nom de la démocratie, il nous faudra au contraire nous battre pour les principes républicains, la religion républicaine, comme disait mon cher collègue. Et bref, ce sont finalement ces principes républicains qui sont finalement les porteurs et les protecteurs de notre démocratie. Mesdames et messieurs, mes chers jurys, mes chers amis, je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci Paul. J'appelle maintenant le second candidat, Émeric. Alors, messieurs, dames, bonjour. Alors, si vous questionnez sur le fait que j'ai en ma présence un micro, sachez que je viens tout droit de Fribourg et je crois que la fraîcheur suisse est raison de mes cordes vocales, donc je ne pourrais pas vraiment porter la voix. Mais je commencerai en vous disant que le pouvoir est au peuple et la parole du souverain est la parole du peuple. Ces mots nous viennent tout droit de notre cher illustre Charles de Gaulle. Et ce père de la 7e République, une république qui en son article 1 se veut indivisible et laïque, démocratique et sociale, indique bel et bien que République n'est pas synonyme de démocratie. Sinon, pourquoi user donc à nouveau de ce terme-là au premier article? Et pour en revenir aux sources du démos et du kratos, du pouvoir au peuple, il y a pour moi un premier écueil fondamental, intrinsèque à celui-ci. Admettons que nous sommes en utopie, que nous sommes face à Erasme et que nous avons face à nous 22 personnes. Et parmi ces 22 personnes, nous avons 11 philosophes. Et nous avons 10 replis de justice. Normalement, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Et ici, c'est la voix des 11 philosophes qui l'emporte. Mais imaginons-nous que nous aurions plus de replis de justice que de philosophes. Nous voilà alors dans une démocratie qui pourrait prendre des décisions absolument déraisonnées, démagogues, à l'encontre même des autres citoyens. Et pour reprendre les mots de notre cher Alexis de Tocqueville, c'est finalement une tyrannie de la majorité. Moi, je voudrais vous dire que je comprends cette tyrannie de la majorité de deux manières différentes. La première, comme je viens de l'exposer, admettons que nous ayons des personnes mal intentionnées, soient plus nombreuses que les personnes de bonne foi, nous voilà dans un régime despotique. Mais dans un second temps, cette tyrannie de la majorité, de manière beaucoup plus contemporaine, je la comprends ainsi. Nous savons que dans notre pays, l'abstention ne cesse de progresser. Et ce vote, moment important pour toute république, particulièrement la République française, finalement ne permet que l'élection d'un candidat qui, parfois, diront certains, suit l'opinion publique, si tant est qu'il y a un projet, car finalement c'est notre projet à tous finalement. Et on pourrait croire que ce président, ou cette présidente, en tout cas cette personne élue, par une minorité de personnes, devrait gouverner la majorité, car finalement celui-ci n'est que le premier choix d'un nombre restreint de personnes. Alors, que faire des personnes qui s'abstiennent, qui ne votent pas? Que faire des personnes qui votent blanc? Comment légitimer la gouvernance d'un pays entier quand nous avons autant de voix divergentes? Je pense que l'abstention est un choix politique par défaut, de deux manières différentes, soit par l'incompréhension finalement des enjeux en cours, soit finalement comme signe de rébellion. Ces enjeux ne vous intéressent tout simplement pas. Eh bien oui, vous avez tout à fait le droit, très cher. Et enfin, je vous dirais qu'en y regardant de plus près sur notre démocratie française, sur cette République qui s'est voulue pendant longtemps en exemple, celle-ci n'a jamais été parfaite et ne le sera probablement jamais. Car il fut un temps où seulement tous pouvaient voter et non toutes et tous. Il fut un temps où il fallait s'acquitter d'un impôt pour pouvoir voter. Et finalement, ceci montre que la démocratie est mouvante suivant le régime qu'on lui donne, suivant la République qui l'amène. Et ceci montre aussi qu'il n'y a que les personnes finalement qui s'y intéressent, ou alors qui peuvent s'y intéresser, finalement, qui ont leur mot et leur voix à donner. Sans dire que nous sommes encore dans ce régime-là, j'en profite ici, comme si j'étais dans une agora, pour vous dire que ce n'est pas parce que les choses vont mieux qu'elles vont nécessairement bien. Et ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas nécessairement bien que celles-ci sont à abroger. Mais en tout cas, comme nos aînés, c'est à nous de trouver des solutions nouvelles pour une démocratie qui se repense et surtout qui se veut inclusive. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée. Merci beaucoup, Émeric. J'appelle maintenant le dernier candidat pour la République démocratique, Alexis. Mesdames et messieurs, très cher jury,
chers amis. À l'appréhension de la démocratie, souvent, un homme, une voix, nous est dit. C'est en tout cas ainsi que semblait s'esquisser la promesse démocratique en son sens originel. Au sein de ce monde, comédie à passion, où hommes et femmes se rencontrent et échangent, la démocratie s'apparente comme la plus importante des richesses. Et notre devoir est de mesurer l'éminente chance que nous avons en gravitant au sein d'une société dont la clé de voûte se veut un équilibre entre peuples et pouvoirs, égalités et libertés, souveraineté et représentativité. Car souvenons-nous du regard naissant, quoique un brin malaisant, que nous portions naïvement sur les démocraties d'autrefois, que nous pensions immortelles. C'est de cette profondeur de vue qu'il nous est question, lorsque nous laissons sans forcément nous en apercevoir, déferler les sirènes liberticides et les discours populistes, bâillonnant l'expression d'un peuple qui ne se rappelle sa souveraineté qu'à des heures tardives 2 fois tous les 5 étés. Le citoyen se détourne de l'État, et l'État se méfie du citoyen. Cette formule si évocatrice n'est malheureusement pas de moi, mais de Mendès France, dont la lucidité de l'époque quant aux maux de notre démocratie chancelante, n'a encore aujourd'hui pas une ride. Alors qu'en période de trouble, embuée par le bruit et la fureur, la démocratie a su, à maintes reprises, se montrer digne, forte et même salvatrice, elle apparaît aujourd'hui affaiblie, défaillante, vulnérable comme rarement depuis des horizons passés dont les contours nous sont devenus si étrangers. Oui, cette démocratie, autrefois étendard du progrès, se voit aujourd'hui sous le feu de nombreux procès. Me revient alors cette maxime de Ferdinand Foch, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Plongé dans les méandres d'une époque si tourmentée, je porte ici la voix d'une génération confrontée à une société fatiguée. Fatiguée de l'hystérisation du débat public par certains médias, devenus d'opinion au détriment d'informations. Fatiguée d'une classe politique dont la représentativité n'a cessé de s'affaisser et dont la qualité n'a jamais été aussi décriée. Et enfin fatiguée de déambuler au sein d'une communauté nationale si fracturée que le vivre ensemble et la prospérité nous semblent désormais plus que des chimères abandonnées. La réalité d'aujourd'hui esquisse à grand regret un monde plus incertain et plus instable, en proie à la peur de l'avenir et à l'idéalisation du passé. Un monde où les décisions ne sont plus acceptées simplement parce qu'elles ont été décrétées par une autorité constitutionnellement fondée, mais heureusement aussi un monde porteur de nouvelles promesses, où émergent de nouvelles formes de coopération et de solidarité, d'engagement et d'expression citoyenne, en marge de toute institution traditionnellement édifiée. Alors si nous voulons véritablement insuffler un renouveau démocratique dans notre pays, l'heure est à redonner du pouvoir aux citoyens et à leur offrir la possibilité d'interpeller leurs représentants si bien nichés. La démocratie ne peut plus se résumer, comme ce fut trop longtemps le cas, au temps de l'élection, sous peine d'être condamnés à disparaître. Pour les mêmes raisons, toutes les nouvelles formes de participation et d'innovation démocratique doivent être encouragées. Balayez les remarques, hasardez les jugements. Tentez, risquez, perdez-vous, mais faites le choix de la quête, de la conquête, de l'inconnu, de l'engagement. Vous y trouverez d'ailleurs très certainement une partie de vous-même. Faites le choix de se hisser au-delà de soi, de ne pas se complaire dans l'acquis, le laisser-aller, la facilité. Le libre arbitre n'est-il qu'un leurre, une vue de l'esprit? À cela, je réponds que non. Nos choix sont encore décisifs. Ils nous façonnent, nous sculptent. Soyez acteurs et non spectateurs. Ce seront nous, dans l'ensemble, les artisans de la réparation de ce lien de confiance entre les citoyens et les citoyennes et la politique. La désaffection des citoyens pour ceux qui les gouvernent, la montée en puissance des populismes, et comme l'attestent nos simples discussions familiales, comme les discussions lyriques de comptoir, le scepticisme sur la politique en général, ce dit malaise démocratique, ne doivent pas nous conduire au fatalisme. La démocratie, c'est l'expression au sens le plus noble du pluralisme et du débat d'idées. Le contraire signifierait notre ruine à tous. C'est aussi des symboles, des valeurs, et même si j'ose dire un art de vivre pour un pays cimentant un socle commun, fruit d'un héritage de déambulations multiples, mais fort d'un horizon porteur d'espoir. Les carcans intellectuels au sein desquels déambulent de nos jours certains paraissent l'empêcher de se réinventer, ou du moins de véritablement se repenser. Mais au fond, seul compte vraiment ce que l'on est dans sa vérité et ce que l'on peut faire pour les autres. Alors si l'histoire n'éveille pas toujours l'ensemble des consciences, et encore moins n'évite aucunement de réitérer les mêmes erreurs, nous devons de choyer et raviver notre modèle, et de surtout de véritablement nous en emparer, car il en va de notre liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va donc accueillir la dernière candidate, la seule en ce qui concerne la République sociale. Je vous demande d'accueillir Marie-Laure. Madame et messieurs les jurys,
Chers organisateurs, très cher public, je m'appelle Marianne Sigrist et il me doit défendre aujourd'hui la République sociale. Dans notre République française, il est un idéal qui résonne avec force et qui guide notre action collective. La France, terre de liberté, d'égalité et de fraternité, s'est engagée depuis longtemps à construire une société où chacun trouve sa place et son épanouissement. La République sociale est donc un modèle politique qui vise à promouvoir l'égalité des chances, la solidarité entre les citoyens et la justice sociale. Permettez-moi alors de vous transporter dans un monde où chaque individu, quelle que soit son origine ou sa situation, est assuré d'avoir une place et de pouvoir faire porter sa voix. Ce pays est la France. Dès l'article 1 de la Constitution française du 4 octobre 1958, il est affirmé que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qu'elle assure alors l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Alors pourquoi défendre la République sociale? D'abord, Jacques Chirac, dans Une nouvelle France, exprime que la démocratie c'est l'égalité des droits, mais la République c'est l'égalité des chances. Le pays de l'égalité des chances, bien évidemment, c'est la France, un pays où chaque enfant, peu importe son milieu social, a accès à une éducation de qualité et à des opportunités d'avenir égales grâce à l'enseignement public. Dans une République sociale, l'éducation n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit fondamental pour tous. L'éducation est le socle de notre société, le moyen de donner à chacun les clés de son destin. Car oui, le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté, comme affirmé par l'article 111.1 du Code de l'éducation. Ensuite, dans notre République sociale, la solidarité est au cœur de notre engagement collectif. Le caractère social de la République est le résultat du principe d'égalité, mais aussi de fraternité. Il s'agit alors de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l'amélioration de la condition des plus démunis. Nous soutenons les uns les autres dans les moments difficiles, que ce soit en cas de maladie, de chômage ou de difficultés financières. Parce que nous savons que notre puissance réside dans notre capacité à nous entraider et à nous soutenir. Dans la République sociale, la solidarité est notre force, celle qui nous permet de surmonter les épreuves et de construire un avenir commun. Mais la République sociale ne se limite pas à la redistribution des richesses ou à la protection sociale. Elle incarne également un idéal de justice, mais aussi un idéal de démocratie. Dans notre République sociale, chaque citoyen a voix au chapitre et peut participer pleinement à la vie de la cité. Les décisions politiques ne sont pas prises dans des bureaux fermés par des élites, mais dans le cadre d'un dialogue ouvert et inclusif avec la population. Enfin, dans notre République sociale, nous célébrons la diversité et la dignité de chaque individu. Nous rejetons toute forme de discrimination et nous nous engageons à défendre les droits de tous sans exception. Car les hommes naissent et demeurent égaux en droit, comme affirmé par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc oui, plaider pour la République sociale, c'est autant plaider pour l'individu en tant que citoyen que plaider pour la société tout entière. Certains diraient « la République c'est moi », mais non, la République c'est nous tous qui nous entraidons. Mesdames et messieurs, la République sociale est notre héritage, notre devoir et même notre avenir. Ensemble, continuons de défendre et de promouvoir cet idéal qui fait la grandeur de notre nation. Ensemble, construisons une France plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était notre dernière candidate.
Maintenant, on va pouvoir inviter le jury à délibérer dans la pièce juste à côté pour choisir le ou la grande gagnante. Sur la forme, je reviendrai sur le fond après, vous avez été, et je le dis vraiment sans aucune démagogie, mais incroyablement bon. J'assiste souvent à des formules comme celle-ci. Il y a toujours une beaucoup plus grande hétérogénéité du niveau de forme. Il n'y a pas une exception, et si c'était le cas, je le dirais, à la qualité de forme de ce que vous avez fait. Bien sûr, vous avez été plus ou moins bon, mais tout le monde a été bon, vraiment. Et donc, c'est pas énormément là-dessus qu'on va vous départager, même si vous verrez que la personne qui va gagner a été très très bon, très très bonne sur la forme. Et cette réussite, vous l'avez tous eue, et je voudrais vraiment insister sur ce point. Sur le fond, ce qui s'est illustré ce soir est très important parce qu'on n'insiste jamais assez sur ces 4 adjectifs. Est-ce que tous les citoyens de France savent que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale, dans cet ordre-là, qui est important? Je ne crois pas. Et je ne suis pas sûr non plus qu'on sache donner le véritable sens à ces 4 adjectifs tout le temps. Y compris d'ailleurs même au mot République. Et c'est ce qui était intéressant dans vos discours aussi, c'est que plusieurs d'entre vous, notamment quand il s'est agi de définir République démocratique, mais aussi pour les autres, vous avez cherché à dire, mais au fond, ça veut dire quoi, République? On dit laboratoire de la République, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? On a l'impression que c'est un mot valise, un mot devenu un peu creux, un mot qu'on prononce à la fin des discours, mais on ne sait pas très bien forcément ce que ça signifie. Et vous avez fait cet effort de définition, et ce soir, en vous écoutant, on peut cheminer un peu plus vers le sens de ce mot. Je ne vais pas faire un cours maintenant sur comment définir la République, mais ce qui est certain, et l'un d'entre vous l'a dit, c'est que si on parle de République et de démocratie, c'est bien qu'il ne s'agit pas exactement des mêmes mots. Et Tocqueville a été cité à plusieurs reprises. Quand il parle de la démocratie en Amérique, son premier sujet, c'est l'égalité des conditions qui illustre à ses yeux le cas des États-Unis. Plusieurs citations ont été faites aussi qui permettent de s'interroger sur finalement ce que la République apporte à la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, par exemple, qui ne serait pas une république? Qu'est-ce que c'est qu'une république qui n'est pas une démocratie? Ça, on en a pas mal d'exemples. Mais au fond, une conviction profonde que j'ai et qui a été très illustrée ce soir, j'ai utilisé d'ailleurs dans un article récent cette formule pour conclure, mais c'est par la République qu'on peut sauver la démocratie. La démocratie, d'une certaine façon, c'est la diversité des points de vue, on l'a vu ce soir, c'est la liberté, ce sont des valeurs évidemment extrêmement importantes. La République est davantage du côté du commun, de l'unité, de ce qui fait l'égalité, par exemple. L'égalité des droits, ça a été dit. Et c'est cet équilibre de la République et de la démocratie, toutes les deux également désirables, qui font un pays comme le nôtre, et c'est évidemment absolument essentiel. Si on bascule d'un côté ou de l'autre, si ça n'est que la République ou que la démocratie, il peut y avoir des déséquilibres. Et pour ne pas relancer les débats, je ne vais pas citer des pays dans le monde, mais j'ai en tête évidemment des républiques qui ne sont pas démocratiques, mais aussi des démocraties qui ne sont pas très républicaines. Et nous, en France, évidemment, nous devons sans arrêt poursuivre l'idéal qu'il y a derrière cela et qui n'est jamais parfaitement atteint. Qui vit dans la République parfaite? Qui vit dans la démocratie parfaite? Bien sûr, personne. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on la reconnaît. La démocratie se reconnaît comme imparfaite. Et c'est pour ça que c'est ce qui fait sa faiblesse et c'est ce qui fait aussi sa force. Ça fait sa faiblesse parce que d'autres régimes peuvent parfois semblent promettre des choses bien plus fortes. La démocratie vous dit réussissez votre vie, on va vous donner le cadre pour ça. Croyez en ce que vous voulez, on va vous donner le cadre pour ça. Mais elle ne dit pas il faut croire ça. Elle ne dit pas on va tous vous amener dans un paradis que vous comprendrez ensuite. Elle ne dit pas ça, elle dit juste on va vous donner le cadre pour que vous soyez vous-même, et ce vous, c'est à la fois chaque individu et la collectivité. Chaque individu dans un cadre démocratique et la collectivité dans un cadre républicain. Et ces idées-là, finalement, nous les respirons comme l'air qui est autour de nous, comme l'oxygène, mais souvent, finalement, on ne l'explicite pas assez, et on ne se rend pas compte à quel point c'est incroyablement précieux, parce que c'est pas arrivé comme ça avec la naissance de l'humanité, c'est des siècles et des siècles de construction conceptuelle, de vécu,
de lutte. Des millions de gens sont morts pour ce dont je suis en train de parler. Donc ça a un côté extraordinairement précieux. Et vous, quand vous réfléchissez à ça, quand vous parlez sur cela, quand vous vous engagez pour cela, vous faites vivre ce caractère très précieux. Et donc, sur le fond, on vient d'en débattre. Vous avez eu évidemment des points de vue divers et variés. On pouvait, je ne vais pas non plus discuter chacun des arguments, mais il me semble que la qualité de ce que vous avez fait, et que dont vous pouvez juger vous-même, s'organise autour de cette idée-là, c'est-à-dire de l'idéal républicain démocratique et de notre capacité à l'atteindre. En tout cas, ces 4 adjectifs sont précieux. C'est important de les défendre. Alors, on peut parfois leur donner des sens différents, mais ce sont des adjectifs socles. C'est ce qui définit notre pays aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être plus long. Le but est et je sens votre impatience, c'est celle de savoir qui a gagné. Et je vais le dire, non sans un certain suspense. Je l'ai en tête, donc je ne vais pas avoir besoin de papier. Je vais donc le dire dans un instant, mais je veux vraiment que vous considériez que chacune et chacun d'entre vous, vous avez été très bon, vous allez avoir un certificat tout à l'heure, chacune et chacun était vraiment digne de gagner ce soir. Mais comme il faut bien distinguer quelqu'un qui a été particulièrement bon, c'est ce que je vais faire maintenant, donc en dévoilant son nom. Et son nom, c'est Adam Mansour. Donc, merci à tous. Chaque candidat, nous allons appeler chaque candidat, ça va nous donner l'occasion de les saluer pour la distribution d'un diplôme de participation et de les remercier de leur prestation. Je les appelle donc dans l'ordre, excepté le gagnant. J'appelle Jules. Bravo Jules, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. J'appelle ensuite le deuxième à être passé, Naël. Bravo Naël. J'appelle le dernier candidat République indivisible, c'était le gagnant, Victor. Bravo Victor. Ensuite, la République laïque est le premier à être passé, Lima. Bravo Lima. J'appelle ensuite Alexandre. Bravo Alexandre. Troisième à être passé, Théo.
Bravo Théo. Enfin, dernière candidate pour la République laïque, Lilou. Ensuite, pour la République démocratique, j'appelle Paul. Merci Paul, bravo. Deuxième candidat pour la République démocratique, Emrys. Merci Emrys. Dernier candidat pour la République démocratique, Alexis. Enfin, la seule à avoir plaidé pour la République sociale, Marianne. En attendant, tous les candidats peuvent venir ici pour faire une photo avec le jury.